Il a dit, arrête d'agir comme si nous étions mariés, tu n'as pas ton mot à dire sur où je vais ou avec qui je suis. Tout le monde a ri. Je me suis contentée de sourire et de rester silencieuse. Mais quand il est revenu de son week-end, entre mecs, sa clé ne fonctionnait plus, et le voisin lui a dit exactement pourquoi. Mon ex-petite amie Dean et moi avions un désaccord fondamental sur la nature de la réalité. Non, sérieusement. Je ne suis pas dramatique. Je crois que si vous vivez dans la maison de quelqu'un, que vous mangez sa nourriture et que vous utilisez son Wi-Fi, vous êtes dans un partenariat, une équipe. Vous êtes ensemble là-dedans. Dean, d'un autre côté, eh bien, Dean croyait qu'il était un corps céleste, un soleil flamboyant, et que j'étais juste une petite planète insignifiante prise dans son attraction gravitationnelle. Nous étions ensemble depuis 2 ans, et pendant les 6 derniers mois, il vivait chez moi. Et quand je dis ma maison, je veux dire ma maison, mon nom est sur l'hypothèque, mon nom est sur les factures de services publics, et mon nom est sur les relevés bancaires qui montrent que mon salaire de graphiste est ce qui paie pour tout cela. La compte pour cet endroit provenait d'un petit héritage que ma grand-mère m'a laissé. Cette maison, ce n'est pas seulement du bois et des cloisons sèches pour moi. C'est son héritage. C'est mon sanctuaire. Ou du moins, c'était censé l'être. Dean s'est installé petit à petit. Ce n'était pas vraiment une conversation. Ça a commencé avec une brosse à dents, puis un tiroir. Puis un week-end, il a apporté un sac de sport et il n'est jamais reparti. Au début, c'était agréable, confortable. Je rentrais à la maison après une longue journée de délai et il était là, sur le canapé, à jouer à ses jeux vidéo. C'était une présence. J'ai confondu cette présence avec un partenariat. La vérité, c'est que je suis une personne plutôt facile à vivre. J'aime ma vie tranquille. Je travaille à domicile. J'ai quelques très bons amis que je connais depuis le lycée. Et mon idée d'un vendredi soir débridé, c'est d'essayer une nouvelle marque de pizza surgelée et de regarder une série policière britannique. J'aime les choses calmes, prévisibles. Dean n'était pas comme ça. Sa vie était une performance et son public était ses 3 meilleurs amis, un cœur grec caquetant que j'appelais en privé, les frères. Leurs noms étaient Sterling, Russell et Clayton. Sterling était le bruyant, l'alpha de leur petite meute. Russell était le silencieux qui se contentait de sourire de tout, et Clayton, eh bien, Clayton semblait simplement suivre ce que les 2 autres faisaient. Ils étaient tout le monde de Dean, et lentement, ils ont commencé à devenir un élément permanent du mien aussi. J'ai commencé à me sentir comme une étrangère dans ma propre maison. Mon sanctuaire tranquille est devenu leur clubhouse du week-end. La petite plaque près de la porte, celle que Dean m'avait achetée au début, disait « Les Wilson ». Il pensait que c'était un geste mignon et romantique à l'époque. Mais en la regardant dernièrement, alors que le son de leurs jeux vidéo et de leurs cris résonnait dans les couloirs, cela semblait simplement follement, douloureusement optimiste. C'était la promesse d'une vie que nous ne construisions pas réellement. Nous coexistions simplement. Et c'est moi qui payais pour tout. Les fissures commençaient à apparaître, et j'étais la seule à sembler les remarquer. Vivre avec Dean était une chose. Vivre avec Dean et les frères en était une autre. C'était comme si j'avais 3 colocataires supplémentaires non payants que je n'avais jamais acceptés. Ma maison, mon bel espace calme pour lequel j'avais travaillé si dur, est devenu leur lieu de rendez-vous par défaut. Je me souviens d'un dimanche après-midi en particulier. J'avais passé toute la matinée à faire un grand nettoyage. Les sols brillaient. J'avais des fleurs fraîches sur la table basse. Et toute la maison sentait le polish au citron. J'attendais avec impatience une soirée tranquille, peut-être pour lire un livre. Je venais de m'installer sur le canapé quand j'ai entendu la clé dans la serrure. C'était Dean, et avec lui se trouvaient Sterling, Russell et Clayton, transportant des caisses de bière et 3 grandes pizzas. « Chérie, le match est à la télé. » La télé de Sterling est cassée, alors on le regarde ici, a annoncé Dean comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il n'a pas demandé. Il m'a juste informé. Pendant les 4 heures suivantes, mon salon a été une zone de guerre. Les cris devant l'écran étaient assourdissants. Je pouvais les entendre depuis mon bureau à l'étage, même avec la porte fermée. Quand je suis finalement descendu après la fin du match, la scène était dévastatrice. Des boîtes de pizza étaient empilées sur ma belle table basse, laissant des taches de graisse sur le bois. Il y avait des bouteilles de bière vides partout. Quelqu'un avait renversé une boisson gazeuse foncée et collante sur le nouveau tapis que je venais d'acheter après ma dernière promotion, et ils étaient tous partis.
Dean et les frères avaient disparu, laissant le carnage derrière eux pour moi. J'ai passé l'heure suivante à nettoyer, les mains tremblant d'une rage silencieuse. Quand Dean est finalement rentré plus tard dans la nuit, sentant la bière bon marché et la fumée froide, j'ai essayé de lui en parler. J'étais calme. J'étais raisonnable. Dean, ai-je commencé en désignant le salon maintenant propre. J'adore que tu et tes amis. Vraiment. Mais c'est aussi ma maison. Je ne peux pas être celle qui nettoie constamment ces énormes dégâts. Pourriez-vous peut-être leur demander d'être un peu plus prudents? Ou peut-être pourriez-vous participer au nettoyage après? Il m'a juste regardé, une expression vide sur son visage. Puis il a laissé échapper un rire bref et dédaigneux. Val, chérie, allez. Ce sont juste des mecs. C'est ce qu'on fait. C'est juste un petit désordre. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que je sentais ma maison m'échapper. Le problème, c'est que je me sentais plus comme une femme de ménage logée que comme une partenaire. Le problème, c'était le manque total et absolu de respect. Je n'ai rien dit de tout cela, cependant. Je suis juste resté là, à le regarder enlever ses chaussures et les laisser au milieu du couloir pour que je trébuche dessus plus tard. Cette nuit-là, je suis allé me coucher en ressentant une profonde et glaçante solitude, même avec lui allongé juste à côté de moi. L'espace entre nous dans le lit ressemblait à un canyon. Et je savais juste que quelque chose devait céder. Le point de rupture, le moment qui a tout changé, est arrivé un jeudi soir. La semaine avait été stressante. J'avais un délai serré pour un grand projet, travaillant tard tous les soirs. J'étais épuisé. Tout ce que je voulais, c'était un week-end tranquille pour recharger mes batteries. J'étais dans la cuisine en train de préparer une sauce pour pâtes à partir de rien, comme ma grand-mère m'avait appris. L'odeur de l'ail et du basilic remplissait l'air. C'était mon petit rituel, ma façon de me détendre. C'est alors que Dean est entré dans la cuisine, déjà habillé pour sortir. Il tenait son téléphone pressé contre son oreille, un large sourire sur son visage. Il était au milieu d'une conversation bruyante et unilatérale avec, vous l'avez deviné, les frères. Oh mon Dieu, oui, je suis tellement partant, a-t-il dit dans le téléphone, sa voix résonnant dans la petite cuisine. Un week-end entre mecs, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Un temps. Non, elle ne vient pas. Ne sois pas ridicule. Il a raccroché et m'a regardé, son visage rayonnant comme s'il venait d'annoncer qu'il avait gagné à la loterie. Bonne nouvelle, a-t-il dit. Les gars et moi allons dans un chalet au bord du lac pour le week-end. On part demain. C'était la première fois que j'en entendais parler. Pas une discussion, pas une question, une déclaration. Je suis juste resté là, à remuer la sauce, la cuillère en bois semblant lourde dans ma main. J'ai essayé de garder ma voix égale. J'ai essayé d'être la petite amie cool et compréhensive. Oh, d'accord, ai-je dit. Ça a l'air amusant. Puis j'ai posé la question, la simple question logistique qu'une personne normale dans une relation normale pourrait poser. À quel lac allez-vous? Dean m'a regardé comme si je venais de lui demander d'expliquer la physique quantique en grec ancien. Il a laissé échapper un rire bref et sec. Juste à ce moment-là, Sterling est entré par la porte arrière sans frapper, comme il le faisait toujours. Dean s'est tourné vers lui, un air de pure moquerie sur son visage. Tu peux la croire, a-t-il dit en roulant des yeux. Elle veut savoir où je vais. Sterling a ricané, me regardant de haut en bas comme si j'étais un meuble qu'il envisageait de jeter. La chaleur m'est montée aux joues. Cela se passait ici, dans ma cuisine, avec l'odeur de la sauce de ma grand-mère dans l'air. Dean s'est alors retourné vers moi, a mis ses mains sur ses hanches et a prononcé la phrase. La phrase qui résonnerait dans ma tête pendant des jours. La phrase qui deviendrait le catalyseur de tout ce qui a suivi. Il a dit, sa voix dégoulinant de condescendance. Arrête d'agir comme si nous étions mariés. Tu n'as pas ton mot à dire sur où je vais ou avec qui je suis. Et puis ils ont ri. Tous. Russell et Clayton étaient apparus dans l'embrasure de la porte derrière Sterling. Les trois, les meilleurs amis de mon petit ami, se tenaient dans ma cuisine et se moquaient de moi. C'était une symphonie de dérision. Ils pensaient sincèrement que c'était le comble de la comédie. Une femme dans sa propre maison à qui on dit qu'elle n'a pas le droit de poser une simple question sur les projets de son petit ami qui vit chez elle. Hilarant. Je suis juste resté là, tenant la cuillère en bois,
regardant une goutte de sauce pour pâte rouge tomber sur mon sol propre, et je ne me suis pas mise en colère. Je n'ai pas discuté. Quelque chose d'étrange s'est produit à ce moment-là. Un calme zen m'a envahi. C'était comme si un interrupteur s'était actionné dans mon cerveau. La partie de moi qui avait tant essayé de faire fonctionner cette relation, la partie qui lui trouvait des excuses, qui nettoyait ses dégâts, qui se mordait la langue pour maintenir la paix, elle a simplement fait ses valises, mis un petit chapeau et est sortie du bâtiment. Elle en avait fini. Elle avait pris sa retraite. J'ai regardé le visage suffisant et souriant de Dean, le visage que je pensais autrefois aimer, et je lui ai simplement souri en retour. Un grand sourire amical, complètement vide. Tu sais quoi, ai-je dit, ma voix pleine d'un accord joyeux qui semblait même me surprendre. Tu as 100% raison. C'est de ma faute. Ils ont tous ri à nouveau, plus fort cette fois, pensant que je ne faisais que reculer, admettant ma défaite. Dean m'a donné une petite tape condescendante sur la joue, un geste destiné à calmer un enfant, pas un partenaire. Et puis ils sont tous sortis de la maison, en route pour un apéritif avant le week-end, me laissant seul dans le silence soudain. Je suis resté dans la cuisine un long moment. Le seul son était le doux bouillonnement de la sauce sur la cuisinière. J'ai éteint le feu. Je n'avais plus faim. J'ai traversé la maison, ma maison. J'ai vu sa veste jetée sur une chaise, sa pile de jeux vidéo près de la télé, ses chaussures enlevées près de la porte, et je ne me sentais plus en colère. Je me sentais juste lucide. D'accord, ai-je dit à la pièce vide. Ma voix était stable. Pas marié. Pas mon mot à dire. Un nouveau plan, beaucoup plus intéressant, commençait à se former dans mon esprit. Un plan qui ressemblait à un lever de soleil après une longue nuit sombre. Compris, ai-je chuchoté. Le week-end allait être amusant après tout. Juste pas pour lui. Je suis allé me coucher tôt cette nuit-là. J'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des mois. La décision avait été prise pour moi, par lui, et tout ce que j'avais à faire était d'être d'accord. Le poids que je ne réalisais même pas que je portais avait soudainement disparu. J'étais sur le point de reprendre ma vie en main et j'allais commencer dès le lendemain matin. Au moment où le pick-up surdimensionné de Dean, vraisemblablement rempli de 5 types différents de viande séchée et d'une caisse de bière bon marché, a disparu au bout de la rue le vendredi après-midi, je suis passé à l'action. Mais mon premier geste n'a pas été de faire des cartons ou de nettoyer. C'était une mission d'importance stratégique. Je suis allé chez le voisin. Mon voisin est un monsieur nommé Monsieur Henderson. C'est un veuf de la fin de la soixantaine, un professeur de théâtre de lycée à la retraite avec une lueur dans les yeux et une collection primée de nains de jardin. Lui et sa défunte épouse Eleanor avaient été mariés pendant 51 ans. Après son décès il y a quelques années suite à une longue maladie, j'ai pris l'habitude de prendre de ses nouvelles, de lui apporter des biscuits ou simplement de m'asseoir sur son porche avec lui pour discuter. Il m'a raconté une fois le divorce chaotique de ses propres parents quand il était enfant et comment cela lui a appris l'importance du respect dans une relation. C'était une âme bienveillante, mais il avait aussi un réseau de surveillance qui rendrait la CIA jalouse. Rien ne se passait dans notre rue sans que Monsieur Henderson ne le sache. Je lui ai apporté une petite assiette de ses biscuits aux pépites de chocolat préférés et je me suis assise avec lui sur sa balançoire de Porsche. Monsieur Henderson, ai-je dit après que nous ayons discuté du temps et des manquements moraux des écureuils du quartier. J'ai une petite situation et j'ai besoin de votre aide. Cela implique un petit peu de théâtre. Ses yeux se sont illuminés. L'homme aimait le drame plus qu'il n'aimait ses nains. J'ai expliqué ce qui s'était passé. Je lui ai rapporté les mots exacts de Dean. Arrête d'agir comme si nous étions mariés. Je n'ai pas eu à embellir. La vérité brute était assez accablante. Au moment où j'ai terminé, Monsieur Henderson me tapotait la main, un air de fureur juste sur son visage doux. Ce jeune homme sans vergogne, a-t-il déclaré, sa voix prenant le baryton d'un acteur de théâtre. Vivre sous votre toit, manger votre nourriture et vous parler avec un tel manque de respect. Ne vous inquiétez pas, Valérie, ma chère. Laissez-moi m'en occuper. Quelle est ma réplique? Je lui ai donné un scénario simple. Quand Dean reviendrait et se retrouverait inévitablement enfermé dehors, il devait faire semblant d'être confus et livrer quelques informations clés. M. Henderson s'est attelé à la tâche avec l'enthousiasme d'un acteur chevronné de Broadway se préparant pour la première. Il a même pris des notes sur un petit bloc-notes. Voyons voir. Trouver sa liberté. Une maison de femme maintenant.
Oh, c'est délicieux, ma chère. Simplement délicieux. Mon complice étant assuré, je suis rentré chez moi. Un vrai sourire sur mon visage pour la première fois depuis des semaines. Il était temps de commencer ce que j'appelais « opération récupération de mon espace ». Ma maison, depuis 6 mois, était une mer de désordre masculin, de souvenirs sportifs inutiles et d'art qui semblaient appartenir à un cabinet de médecins stériles. Il était temps de reprendre mon territoire. Il était temps pour une résurrection. Je n'ai pas seulement emballé les affaires de Dean. Je les ai organisées. Je suis allé à la quincaillerie et j'ai acheté une douzaine de boîtes de déménagement solides et un marqueur noir épais. Il ne s'agissait pas seulement de nettoyer. Il s'agissait de récupérer chaque centimètre carré de ma vie. C'était une cérémonie. J'ai commencé dans la salle de bain. La bouteille à moitié vide de cette eau de Cologne musquée qu'il aimait est allée dans une boîte en premier. Puis son rasoir électrique, sa montagne de produits capillaires. J'ai étiqueté cette boîte, gel pour le visage et diverses mixtures. La chambre à coucher était la suivante. Son côté du placard était une explosion de t-shirts et de jeans froissés. Je ne les ai pas pliés. Je les ai juste ramassés à pleine brassée et je les ai fourrés dans des boîtes. La première boîte était étiquetée « Vêtements de tous les jours, diverses tâches ». La suivante contenait sa collection de baskets de luxe, follement chères, des chaussures qu'il pouvait se permettre, mais apparemment pas un loyer. Je l'ai étiqueté « Le cauchemar d'un podiatre ». Ma préférée était la boîte pour son interminable collection de casquettes de baseball qui se ressemblaient toutes exactement. Celle-ci a reçu l'étiquette « Chapeau magique scintillant qui répande la déception sur tout ce que je possède ». D'accord, j'ai peut-être modifié l'étiquette originale de l'histoire que j'ai entendue, mais cela me semblait juste. J'ai parcouru la maison comme une tempête d'énergie purificatrice. Le salon était le plus grand défi. Sa console de jeux vidéo, la collection de 50 jeux, le désordre confus de manettes et de fils, tout étalé dans une boîte étiquetée « Jouet pour un homme adulte ». Sa pile de coussins gris et noirs déprimants qu'il avait insisté pour acheter pour mon canapé étalée dans une boîte étiquetée « Chose beige triste ». Le samedi matin, toute trace de son existence physique était emballée et empilée proprement près de la porte d'entrée. C'était une montagne de carton, un monument à une relation qui avait fait son temps. J'avais engagé 2 gars d'une application de déménagement, et ils sont arrivés pile à l'heure. Ils étaient professionnels, efficaces et n'ont pas posé une seule question en chargeant tout dans leur camion. Nous avons tout emmené dans un box de stockage de 10x 5 pieds à quelques kilomètres de là. J'ai payé pour un mois à l'avance. Un geste généreux et non marital, ai-je pensé. En quittant le centre de stockage, laissant toute sa vie matérielle derrière une porte métallique verrouillée, je me sentais légère. La voiture semblait plus légère. L'air semblait plus pur. Le soleil semblait plus brillant. La maison était une toile vierge. Et maintenant, le vrai plaisir pouvait commencer. Il était temps de me réinstaller chez moi. La maison vidée de toutes les affaires de Dean, j'ai ressenti une vague d'énergie créative que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Il ne s'agissait pas seulement de redécorer. Il s'agissait de récupérer mon identité, mon goût, mon essence même, qui avait été lentement enfouie sous une pile d'oreillers gris et de magazines de sport. Je suis parti faire du shopping. Mais ce n'était ni frénétique ni impulsif. C'était délibéré. Chaque article que j'ai acheté était quelque chose que j'aimais. Quelque chose que Dean aurait regardé avec des yeux ronds. D'abord, son canapé en cuir noir stérile et inconfortable. Je l'ai vendu en ligne en 20 minutes à un étudiant qui était ravi de l'affaire. À sa place, j'ai acheté un canapé sectionnel gigantesque et confortable en velours vert émeraude profond. Il était doux et invitant, assez grand pour s'y blottir avec un livre et une couverture. Sa table basse en métal triste et minimaliste a été remplacée par une belle table en bois de récupération que j'ai trouvée sur un marché d'artisans local. Elle était chaleureuse et avait du caractère. Elle avait des histoires dans ses veines. Dessus, j'ai placé une pile de livres d'art et un vase que j'ai rempli de tournesols vifs et joyeux. Les murs étaient les suivants. J'ai enlevé les affiches encadrées de héros de films d'action à l'air sinistre et je les ai remplacées par des peintures abstraites vibrantes d'artistes locaux. J'ai peint le mur d'accent du salon d'un jaune chaud et ensoleillé. Cela a instantanément changé toute l'atmosphère de l'espace. La chambre à coucher a subi la plus grande transformation. Les lourds rideaux occultants sur lesquels il insistait ont été remplacés par des rideaux en lin léger et aéré qui laissaient entrer le soleil du matin.
J'ai enlevé l'étrange chose d'art en métal géométrique qu'il avait accrochée au-dessus du lit et je l'ai remplacée par une grande et belle tenture murale en macramé que j'admirais depuis des mois. J'ai acheté une nouvelle housse de couette à motif floral, de nouveaux oreillers réellement confortables et un tapis doux et moelleux pour le sol. J'ai passé le reste du samedi à tout assembler. J'avais de la musique, les fenêtres étaient ouvertes et l'air frais circulait dans la maison. Elle a recommencé à sentir comme moi, comme le polish au citron, les fleurs fraîches et la possibilité. Quand j'ai eu fini, la maison était transformée. Ce n'était plus une salle d'exposition pour une vie beige triste. C'était une forteresse de féminité glorieuse et sans complexe. C'était à nouveau ma maison. Elle était chaleureuse. Elle était colorée. Elle était à moi. Et il ne manquait plus qu'une chose pour la rendre vraiment parfaite. Mon coup final et le plus brillant a eu lieu le samedi après-midi. La maison se sentant si merveilleusement, si libérément vide, j'ai réalisé qu'il y avait un autre type de vide que je voulais combler. Pas avec une personne, mais avec une présence loyale, aimante et sans jugement. Je suis allé au refuge pour animaux local, en me disant que je ne faisais que regarder. J'ai marché devant les cages, mon cœur se serrant pour chaque père Dieu triste qui me regardait. J'ai vu de gros chiens, de petits chiens, des chiens énergiques, des chiens endormis. Et puis je l'ai vu. Dans le tout dernier chenil. Une créature géante et pelucheuse a levé sa tête massive. C'était un bouvier bernois avec un pelage magnifique et les yeux les plus gentils et les plus doux que j'ai jamais vus. Sa petite fiche d'information disait qu'elle s'appelait Daisy. Elle avait 2 ans et ses anciens propriétaires avaient dû l'abandonner lorsqu'ils avaient déménagé dans un appartement qui n'autorisait pas les grandes races. Elle n'aboyait pas. Elle est juste restée assise et a tapoté doucement sa queue contre le sol en béton. J'ai demandé à la rencontrer. Au moment où ils l'ont laissée entrer dans la petite cour de visite, elle s'est approchée de moi, a appuyé tout son corps contre mes jambes et m'a regardé comme pour dire « Eh bien, il était temps que tu arrives ». 1 heure plus tard, je rentrais chez moi avec une boule de poil et d'amour de 50 kg sur mon siège arrière. Daisy n'était pas un petit chien. C'était une boule de démolition poilue, baveuse et adorable de pure joie. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle a exploré chaque pièce avec une confiance tranquille. Elle a reniflé chaque coin, sa queue remuant tout le temps. Puis elle s'est dirigée vers le nouveau canapé vert émeraude, a sauté dessus, a tourné 3 fois et s'est endormie, ronflant comme un bûcheron. Elle avait revendiqué la maison et mon cœur comme sien. J'ai passé le reste du week-end à jouer à la balle avec Daisy dans le jardin, à boire du vin à la bouteille dans mon propre salon et à changer tous les mots de passe. Le nouveau réseau Wi-Fi s'appelait « Paie tes propres factures » et le mot de passe était « Pas ta femme, lol ». Le dimanche soir, j'étais assise sur mon magnifique nouveau canapé avec la tête géante de Daisy sur mes genoux, ses ronflements doux remplissant la maison silencieuse. La tempête approchait. Dean devait rentrer à tout moment. Mais pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais complètement, totalement préparé. Je n'étais pas seul. J'avais ma forteresse. Et j'avais ma reine. La nuit du dimanche est arrivée, épaisse et silencieuse. Je m'étais préparé un bon dîner, quelque chose que Dean n'aurait jamais mangé, et j'étais blotti sur le canapé avec Daisy, regardant un vieux film. Vers 21h, mon téléphone a vibré avec une notification de ma sonnette vidéo. Il était là. La caméra montrait Dean se dirigeant vers ma porte d'entrée, l'air bronzé de son week-end au lac, fredonnant pour lui-même. La comédie a commencé presque immédiatement. Il a inséré sa clé dans la serrure. Elle est entrée, mais n'a pas tourné. Le nouveau pen dormant que j'avais fait installer ce matin la faisait magnifiquement son travail. Il l'a secoué, un air de légère contrariété sur son visage. Il a réessayé avec plus de force. Rien. Il a laissé échapper un soupir exaspéré et a commencé à frapper à la porte. Depuis le canapé, Daisy a levé sa tête massive, a laissé échapper un profond « ouaf » grondant, puis s'est rapidement rendormie. Elle était totalement imperturbable. Puis mon téléphone a commencé à vibrer. C'était Dean. Je l'ai regardé vibrer sur la table basse à côté de moi, j'ai pris une gorgée calme de mon vin et j'ai appuyé sur « Refuser ». Il a rappelé. Refuser. Ce cycle s'est répété 5 fois. Les coups à la porte sont devenus plus forts, plus frénétiques. Val, ouvre la porte. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je suis restée silencieuse. Tout cela faisait partie du spectacle. C'était sa scène d'ouverture, et je le laissais avoir la scène pour lui tout seul.
Après encore 5 minutes de coups de plus en plus désespérés, il a semblé abandonner. La caméra de la sonnette le montrait faisant les 100 pas sur le porche, passant ses mains dans ses cheveux de frustration. Il avait l'air confus, en colère, et honnêtement un peu pathétique. Et puis, pile au bon moment, une lumière de Porsche s'est allumée à côté. C'était M. Henderson en robe de chambre, tenant un arrosoir, même s'il faisait nuit noire dehors. C'est l'heure du spectacle, ai-je chuchoté à Daisy, qui s'est contentée de ronfler en réponse. Le premier acte de notre petite pièce était sur le point de commencer, et j'avais la meilleure place de la maison. Oh, Dean, mon cher, c'est toi, a appelé Monsieur Henderson, sa voix un mélange parfait de surprise et d'inquiétude de voisinage. Il s'est avancé jusqu'au bord de son porche, se penchant par-dessus la balustrade. Monsieur Henderson, Dieu merci, a dit Dean en se précipitant au bord de mon porche. Il était clairement soulagé de voir un visage familier. Je n'arrive pas à entrer. Ma clé ne fonctionne pas, Val est-elle à la maison? Je vois les lumières allumées. Monsieur Henderson a hoché la tête sagement, prenant une longue pause dramatique. Oh, Valérie est à la maison, a-t-il dit, sa voix pleine de chaleur. Elle a passé le week-end le plus merveilleux. Une vraie transformation. Transformation? De quoi parlez-vous? A demandé Dean, sa voix empreinte de confusion. Monsieur Henderson s'est appuyé sur sa balustrade d'un air conspirateur, baissant la voix comme s'il partageait un secret juteux. Eh bien, elle m'a annoncé la bonne nouvelle, a-t-il dit. Elle a dit que vous n'êtes pas marié. Elle a dit qu'elle n'a pas son mot à dire sur ce que vous faites, alors elle a décidé de célébrer sa nouvelle liberté. Dean est resté bouche bée. Elle a redécoré toute la maison, a poursuivi Monsieur Henderson, contenant à peine sa joie. C'est une maison de femme maintenant, a-t-elle dit. Très vibrante. L'expression sur le visage de Dean était un chef-d'œuvre d'incrédulité et d'horreur naissante. Et le meilleur, a ajouté Monsieur Henderson, livrant la réplique avec la grandiloquence d'un véritable comédien. Elle a pris un chien. Une grande et belle fille nommée Daisy. Il a fait une pause pour l'effet. Elle a dit qu'elle voulait un compagnon loyal et qui ne répond pas. N'est-ce pas adorable? C'est cette réplique qui a tout fait basculer. J'ai pu voir le moment exact où l'information a été traitée dans le cerveau de Dean. Il s'est lentement retourné et a regardé par la fenêtre de mon salon. De mon point de vue sur le canapé, j'ai vu son visage pressé contre la vitre, ses yeux écarquillés. Il a pris la scène. Le canapé vert émeraude, l'art coloré, l'éclairage chaleureux et le gigantesque bouvier bernois ronflant occupant la place où se trouvait autrefois sa monstruosité en cuir. Il a laissé échapper un son qui se situait quelque part entre un cri et un sanglot. C'était le son d'une réalité qu'il pensait contrôler, se brisant complètement sous ses yeux. La performance avait été un succès retentissant. Et maintenant, il était temps pour le grand final. Après avoir vu l'intérieur de la maison, Dean a sorti son téléphone et a commencé à m'envoyer des textos, un barrage furieux de cris numériques. Mon téléphone s'est allumé avec un roman de messages en colère, tout en majuscules. Qu'est-ce que tu as fait? Où sont mes affaires? Laisse-moi entrer tout de suite. C'est alors que j'ai décidé de répondre. Je l'ai laissé mariner encore une minute, regardant ses allées et venues frénétiques sur la caméra de la sonnette. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un seul texto simple. Tu as dit d'arrêter d'agir comme si nous étions mariés. Tu as dit que je n'avais pas mon mot à dire. Je suis d'accord. C'est ma maison et tu n'as pas ton mot à dire sur la façon dont j'y vis. J'ai continué à taper. Puisque nous ne sommes pas mariés, j'ai retourné tes biens non matrimoniaux dans un endroit sûr. L'adresse est 123 Storage Way, unité 42. Le code est 1234. Tu as un mois. Bonne vie. J'ai ensuite bloqué son numéro, ses réseaux sociaux et tout le reste. Une amputation numérique complète et totale. La caméra de la sonnette l'a montré en train de lire le texto. Il a regardé son téléphone. Il a regardé la fenêtre. Il a de nouveau regardé son téléphone. Puis il a poussé un cri de rage pure et non adultéré et a jeté son téléphone sur ma pelouse. Il a rebondi sur l'herbe douce avec un petit bruit pathétique. C'était une crise de nerfs vraiment spectaculaire. Il a fulminé et pesté pendant encore 10 minutes, faisant les 100 pas et donnant des coups de pied dans le vide avant que son char n'arrive. Sterling s'est arrêté dans sa berline déglinguée pour secourir son roi déchu. En le regardant enfin monter dans cette voiture et s'éloigner, je ne me sentais ni en colère ni triste. Je me sentais juste calme.
Le spectacle était terminé. Le rideau était tombé. Et dans le silence, tout ce que j'entendais, c'était les ronflements doux et rythmés de la belle chienne endormie à mes côtés. Cette vision, la vision de lui perdant complètement le contrôle sur la pelouse qui était autrefois la nôtre. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais vraiment libre. Le chemin a été long pour en arriver là. Et je sais que beaucoup d'entre vous pourraient comprendre ce sentiment. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous. Cela me permet de savoir que vous êtes là avec moi et que vous avez fait partie de tout ce voyage. Votre soutien est un encouragement énorme et incroyable pour moi de continuer à partager. S'il vous plaît, commentez le chiffre 1 et écoutez pendant que je vous raconte le reste de l'histoire. Le lendemain de ce que j'appelle maintenant le grand verrouillage, la campagne de médias sociaux attendue a commencé. C'était pathétique, mais aussi prévisible. Dean et les frères ont commencé à publier des histoires vagues et dramatiques sur leur compte Instagram. Il y avait des selfies tristes en noir et blanc, des paroles de chansons sur la trahison et des publications sur l'importance d'éliminer l'énergie toxique, ce qui était ironique venant d'eux. Ils essayaient de me faire passer pour la méchante, l'ex-petite amie folle qui a mis son petit ami aimant à la porte sans raison. C'était si générique que c'en était presque drôle. Ils utilisaient un kit de peinture par numéro pour la victimisation. Je les ai laissés faire pendant environ 2 jours, regardant les petites poches de sympathie se former de la part de personnes qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Puis j'ai décidé qu'il était temps de fournir un contexte bien nécessaire. Je ne me suis pas engagé directement avec eux. Je ne me suis pas abaissé à leur niveau. Au lieu de cela, j'ai fait une publication sur ma propre page de médias sociaux privés, visible uniquement de nos amis communs. C'était un simple album photo. La première photo était de mon salon d'il y a un mois. Le canapé en cuir froid, les coussins gris tristes, l'aura générale d'une salle d'attente de dentiste. La légende disait, simplement avant. La deuxième photo était mon salon maintenant. Le glorieux canapé vert émeraude, le tapis coloré, l'éclairage chaleureux et, en plein milieu de tout cela, Daisy le bouvier bernois étalée et majestueuse. La légende disait, après. La dernière photo était un selfie de moi et Daisy sur le canapé. Nous rayonnions toutes les deux. J'avais l'air plus heureuse et plus détendue que je ne l'avais été depuis des années. La légende de celle-ci était simple, mais elle disait tout ce qui devait être dit. J'ai décidé de redécorer en fonction de mon nouveau statut relationnel. On m'a fait remarquer que je ne suis pas marié et que je n'ai pas mon mot à dire. Alors, j'embrasse ma liberté. La publication a été une bombe nucléaire. La mesquinerie pure et non adultérée de la chose, combinée à la mignonnerie indéniable de Daisy, était une combinaison gagnante. Mes amis ont trouvé ça hilarant. L'histoire, maintenant avec le contexte approprié, s'est répandue comme une traînée de poudre. Les personnes qui avaient initialement offert leur sympathie à Dean voyaient maintenant l'image complète. Le récit n'était plus « une petite amie psychopathe mais son petit ami à la porte ». C'était « une petite amie dit à son petit ami que leur relation est une blague et est choquée quand il la croit ». Les amis de Dean sont restés silencieux. Il est difficile de maintenir un récit de victime lorsque la supposée méchante publie des photos adorables avec son chien géant et pelucheux. Les suites pour Dean ont été, d'après ce que j'ai entendu, assez difficiles. Il s'est écrasé sur le canapé de Sterling, mais cela a apparemment duré moins d'1 semaine. Je suppose que la petite amie de Sterling n'était pas trop ravie d'avoir un invité permanent non payant qui se plaignait tout le temps. Il a fini par devoir retourner vivre chez ses parents dans une ville à 3 heures de route. Il a essayé de me poursuivre en justice. J'ai reçu une lettre menaçante de son avocat exigeant l'accès à la maison pour récupérer ses biens détenus à tort et exigeant une compensation financière pour avoir été mise à la rue. Mon avocate, une femme merveilleuse nommée Sarah, a trouvé cela absolument hilarant. Elle a répondu par un colis très poli contenant une copie de mon relevé d'hypothèque, une copie des factures de services publics à mon nom et une demande amicale pour savoir si Dean me rembourserait les 6 mois de loyer, de services publics et de nourriture qu'il avait consommé en vivant dans ma maison en tant que personne non mariée sans obligation. Nous n'avons plus jamais entendu parler de son avocat. La partie la plus drôle de toute cette épreuve est arrivée il y a environ 1 mois. J'étais au parc à chiens avec Daisy. Elle poursuivait joyeusement une balle de tennis et je profitais simplement du soleil. Un homme s'est approché de moi avec hésitation. C'était Clayton, le 3e membre des frères. Il avait l'air incroyablement maladroit. « Salut, Valérie », a-t-il dit. « Écoute, je
Je voulais juste dire que je suis désolé pour cette nuit-là chez toi. On a dépassé les bornes. J'ai juste haussé les épaules. Dean a dit ce qu'il a dit. Je l'ai juste pris au mot. Ouais, je sais, a-t-il dit en secouant la tête. Il est. Beaucoup. Il m'a appelé la semaine dernière en se plaignant que ses parents l'obligent à trouver un vrai travail. Il a dit que tout était de ta faute pour avoir ruiné sa vie. Il a fait une pause, puis a regardé Daisy, qui essayait maintenant de faire tenir 3 balles de tennis dans sa bouche en même temps. Honnêtement, a-t-il dit avec un petit sourire. On dirait que tu t'en sors très bien. Et il avait raison. Je m'en sors très bien. La maison n'est plus une prison beige. C'est ma maison. Et Daisy est la meilleure colocataire que j'ai jamais eue. Elle est loyale, elle est drôle et elle ne se plaint jamais de ma cuisine. J'ai appris une leçon précieuse de tout cela. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas un grand plan compliqué. C'est simplement d'écouter ce que les gens disent et de les croire. Dean m'a dit exactement qui il était et ce que notre relation signifiait pour lui. J'ai simplement décidé d'être d'accord avec lui. Il a dit que je n'avais pas mon mot à dire. Et maintenant, dans sa vie, je ne l'ai vraiment pas. Et dans ma vie, il ne l'a pas non plus. Et ça, combiné à un chien géant qui bave, c'est une fin plutôt heureuse. Merci à tous d'avoir écouté. Ça signifie vraiment beaucoup pour moi.